On assiste à un scénario tout à fait paradoxal. Face à la crise du corona, on se serait attendu que un gouvernement qui ait de l'expérience avec une deuxième vague, et là, on a l'impression que c'est le contraire qui s'est produit. Shraga Bloom, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions avoir votre avis, un peu votre appréciation sur ce qui est en train de se passer actuellement en Israël. On le voit, les manifestations de protestation, de contestation, même parfois très violentes, se multiplient en Israël. On a le sentiment que Binyamin Netanyahou répond au coup par coup à ces manifestations sans avoir de véritable plan de sortie de crise sur le plan économique. Et finalement, malgré tout, on le constate, le nombre de chômeurs continue à augmenter, il ne baisse pas. Le nombre d'indépendants qui sont dans la détresse semble également augmenter. Comment vous expliquez cette situation de marasme ? Alors bon, déjà, il faut constater quelque chose de très important, c'est que on assiste à un scénario tout à fait paradoxal. Face à la crise du corona, on se serait attendu que un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, face à une première vague, fasse preuve un peu d'inexpérience et d'atermoiement, et finalement acquiert de l'expérience avec une deuxième vague. Et là, on a l'impression que c'est le contraire qui s'est produit. Israël était souvent cité en exemple, et Binyamin Netanyahou lors de la première vague, pour la gestion relativement correcte, si on peut dire. Et là, on assiste finalement au contraire, c'est-à-dire qu'on a une deuxième vague, même si le professeur Yoram Less le nie, une deuxième vague qui frappe le pays, et justement, comme vous le disiez, avec des réactions peut-être, je dirais pas moins réfléchies, mais plus au coup par coup, et des hésitations. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a aussi le fait qu'il y a un gouvernement à deux têtes, avec un sentiment que parfois des décisions sont prises et contestées publiquement, et donc ce qui empêche parfois d'avancer de manière plus rationnelle, comme c'était le cas lors de la première vague. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment un peu que le gouvernement perd un peu les pédales, sans nier la difficulté de la chose, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux intérêts très importants qui sont contradictoires, c'est l'aspect sanitaire et l'aspect économique. Alors, s'il n'y a pas eu de grandes manifestations pendant la première vague, cette fois-ci, effectivement, on assiste à vraiment, je dirais pas un soulèvement populaire, parce que c'est pas toute la population non plus. Il y a aussi des motivations politiques en dessous qui ne sont pas à nier non plus. Mais c'est vrai qu'il y a une détresse qui est là, et des gens qui ont le sentiment que on ne les écoute pas, ou que des décisions sont prises sans trop aller au fond des choses, pardon. Et c'est vrai que ça donne un sentiment un peu de morosité, de marasme et d'inquiétude pour l'avenir aussi. Alors, comment vous expliquez ça ? Est-il vrai, comme l'ont dit certains observateurs, que Binyamin Netanyahou, après avoir bien géré effectivement la première partie, on va dire la crise sanitaire, eh bien, a eu le sentiment que finalement il avait remporté la mise d'une certaine manière, et que désormais rien ne pouvait plus arriver, que la crise économique serait gérée malgré tout. Il s'est donc consacré à d'autres préoccupations, comme le dossier de l'annexion, comme le dossier de ces remboursements d'arriérés d'impôts, comme le dossier du projet de loi visant à créer une commission d'enquête sur les conflits d'intérêts des juges, alors que finalement, il aurait dû rester, on va dire, très proche de la gestion de la crise. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un sentiment comme vous dites, de non-concentration, de non-focalisation sur cette deuxième vague. Maintenant, effectivement, un pays ne peut pas fonctionner uniquement sur un seul sujet. Je veux dire, il y a des sujets qui sont aussi sur le grill qu'il faut gérer, mais c'est vrai qu'il y a eu des maladresses. Je pense à l'histoire du remboursement des impôts, notamment. Maintenant, de dire qu'il faut tout arrêter, que le pays doit s'arrêter uniquement pour s'occuper à 100% de cette crise, c'est pas possible dans un pays. C'est pas possible, même si, il faut le dire, la grande majorité du temps et de l'énergie doit être consacrée à cette crise. Moi, je pense que Binyamin Netanyahou est assez
est assez expérimenté politiquement pour ne pas être resté sur ses lauriers dans cette question-là. Mais c'est vrai que bon, il y a eu des démissions du ministre, il y a eu la démission du ministre de la Santé. Il y a eu le changement de gouvernement. On a eu le sentiment aussi qu'il y a eu pendant cette période, après la première crise, il y a eu la formation du gouvernement qui a pris plusieurs semaines et que peut-être, d'une certaine manière, eh bien, au lieu de se consacrer à la gestion de la crise, on s'est consacré à la formation de ce gouvernement qui était justement censé la régler. Parce que si vous vous rappelez les conférences de presse, les points de presse que faisait le Premier ministre lors de la première vague, on avait vraiment le sentiment qu'il y avait un capitaine sur le bateau qui prenait les choses en main et qui appelait à un gouvernement d'union qui ne se faisait pas, qui mettait du temps à venir. Et depuis qu'il y a ce gouvernement à deux têtes, on a l'impression justement qu'il y a, paradoxalement, alors que c'est un gouvernement qui a été créé surtout pour gérer la crise du corona, on a l'impression que les décisions sont prises un peu ou à la va-vite, ou sans aller au fond des choses, sans réfléchir un peu aux conséquences, et aussi avec les inévitables aspects politiques, c'est-à-dire que une décision qui est annoncée après est dénoncée par Bleu-Blanc ou vice-versa, et ça crée des tensions, et la presse s'empare de ça évidemment. Donc tout ça, ça donne une impression un peu d'à peu près qui est perçue, en tout cas qui est perçue par une partie de la population, et quand les gens commencent je dirais pas avoir faim, mais peut-être presque avoir des difficultés économiques sérieuses, alors les gens sortent dans la rue. Alors c'est vrai que c'est assez inquiétant, et on le voit dans les sondages d'ailleurs, hein, que la popularité du Premier ministre est en chute, et je pense qu'il doit en être conscient, mais c'est effectivement une situation qui est assez délicate en ce moment. Je voudrais revenir sur ces manifestations. Il y en a eu hier 2 à Jérusalem et à Tel Aviv qui sont mal terminées, qui ont dégénéré. Ouais. Et on a effectivement le sentiment que se mêle dans ces manifestations à la fois la colère, on va dire, populaire et légitime de ceux qui sont touchés durement par la crise, et on va dire les manifestants habituels, ceux qui réclament depuis des années la démission de Benyamin Netanyahou et qui profitent de ce tremplin pour essayer d'obtenir gain de cause. Est-ce que l'on peut légitimement faire une sorte de distinction entre ces manifestants? Est-ce qu'il peut y avoir 2 sortes de manifestations dans la conjoncture actuelle? On a vu même, Jarga, on a vu un chanteur israélien, Mouki, qui est venu manifester vendredi à Jérusalem et qui est reparti parce qu'il ne voulait pas manifester avec a-t-il dit, avec de la haine contre Benyamin Netanyahou. Il voulait protester contre la situation économique. Comment fait-on pour gérer une telle situation-là? Voilà. Ben, écoutez, il y a quelque chose de très typique qui s'est passé, et là les médias ont une grande responsabilité. C'est que les manifestations de côté de Balfour, la rue Balfour, ont pris toute la place, et une manifestation tout à fait légitime des assistantes sociales qui avait lieu en même temps n'a presque pas été couverte médiatiquement. C'est-à-dire un gouvernement a besoin, surtout en ce moment, d'une opposition qui l'aiguillonne, qui fasse des critiques, qui le pousse un peu à aller au fond des choses, à prendre des décisions qui s'imposent. Mais effectivement, il y a aussi une espèce de frustration qui dure depuis tellement d'années de la part d'éléments à gauche et à l'extrême gauche, qui se disent, on va, comment dire en hébreu, litfostrem, ça veut dire on va profiter de le train en marche pour appeler à la démission de Benyamin Netanyahou, et avec les histoires judiciaires qui sont là. Et donc c'est vrai que ça, malheureusement, moi je pense que ça porte un peu de tort à la protestation légitime des indépendants, des chômeurs, des chefs d'entreprise qui effectivement sont pris à la gorge, et c'est ça, s'ils peuvent sortir dans la rue et crier leur détresse, c'est tout à fait normal et légitime. Mais c'est vrai qu'il est dommage, et puis en plus avec la violence qui s'est manifestée aussi envers des policiers, des journalistes, c'est regrettable, et on a l'impression d'une espèce de magma de tous les gens qui sont pas contents maintenant sortent dans la rue. Il y a aussi l'exemple américain, hein, qui est un peu présent, même s'il n'est pas aussi virulent que là-bas, mais de profiter pas pour tout casser, mais enfin pour demander un changement radical, quoi.
Je le disais, Shraga, dans le premier journal d'information, le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, qui est proche de Benyamin Netanyahou, a demandé à Avichai Mendelblit de se pencher de manière très sérieuse sur les menaces de mort lancées lors de ces manifestations contre Benyamin Netanyahou. Vous avez le sentiment aussi là que quelque part on est dans une situation où certains pourraient dans un cas extrême, prendre une arme, essayer ou de forcer par exemple on va dire le domaine de la rue Balfour, de la résidence du Premier ministre, ou même pire, se livrer à une tentative d'attentat contre le Premier ministre? Écoutez, c'est pas exclu. Moi, je pense que l'expérience a été tirée de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Je pense que la police est assez bien entraînée. Mais c'est vrai que quand on voit parfois les regards et les cris des gens, on a l'impression, comme on dit en hébreu, Retzar Ba'enaim, quoi, ils ont la haine. La haine, et c'est pas exclu, mais disons que bon, j'espère que ça se passera pas, qu'il y aura pas de débordement, mais c'est vrai qu'il y a une haine qui s'est installée. Finalement, l'incitation, elle n'est pas réservée à un seul camp. Je veux dire, en ce moment, c'est vraiment inquiétant et ça fait de la peine aussi parce que finalement, ça cache un peu la vraie détresse qu'il y a derrière. Je veux dire, c'est toujours récupéré par des éléments anarchistes. La profusion de drapeaux rouges et de drapeaux noirs en est une preuve et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que on mélange les genres alors que l'urgence est à la gestion de la crise sur le plan économique et sanitaire. D'ailleurs, en plus, tous ces manifestants qui s'agglutinent les uns sur les autres en ce moment, c'est pas non plus très intelligent. Je veux dire, il y en a qui, à juste titre, se disent pourquoi on impose un confinement pour les synagogues, etc., et d'autres cérémonies, alors qu'on permet une manifestation avec des centaines de personnes qui s'agglutinent les uns aux autres. Alors, il y a un peu d'illogisme là-dedans. Mais alors, je voudrais vous demander, Shraga, est-ce que vous avez le sentiment que on peut, c'est-à-dire le gouvernement, Netanyahou lui-même, peut reprendre le contrôle de la crise? Est-ce qu'il a en main suffisamment d'éléments pour revenir sur, c'est-à-dire donner au moins le sentiment, reprendre essayer de regagner la confiance du peuple dans cette situation, parce que apparemment on est là pour encore quelques mois avec ce virus. Oui. Écoutez, moi je pense que oui, parce que je suis assez optimiste en général, mais c'est vrai qu'il faudrait prendre des décisions fortes et qu'il y ait des résultats qui soient tangibles. Je pense qu'à partir du moment peut-être où la courbe finira par se stabiliser, voire descendre, la confiance reviendra un petit peu. La confiance, c'est quelque chose de psychologique. Alors, ce qui est regrettable, c'est qu'on a face à un gouvernement qui fait des choses. Benyamin Netanyahou n'arrête pas de le dire. Il se concerte avec des économistes, des spécialistes médicaux du monde entier. J'imagine, je suis pas d'accord non plus avec l'opposition qui dit que rien n'est fait, que tout est fait à la va-vite. C'est pas vrai non plus. Mais c'est vrai que une fois que la confiance est écornée, c'est très difficile de la redresser. Et à mon avis, mais c'est vrai, Shraga, mais on a le sentiment aussi que la confiance, elle n'est même pas présente. C'est pas seulement entre le peuple et le gouvernement, c'est qu'au sein même du gouvernement, il n'y a pas de confiance. Et ça, c'est quand même assez relativement facile à restaurer. C'est-à-dire à partir d'un certain moment où on considère que la gravité de la crise est claire, eh bien, la logique voudrait que des gens responsables, comme Benny Gantz d'un côté, Netanyahou de l'autre, eh bien, mettent de côté leurs divergences de vue personnelles pour essayer de travailler ensemble. C'était le but même de la formation de ce gouvernement. Et comme je l'ai dit au début, ça fait aussi partie de cette perte de confiance, de voir qu'au sommet, quand quelque chose est annoncé, alors tout d'un coup, quelqu'un d'autre dit on ne laissera pas faire ça, on n'acceptera pas ça. Et ça donne une mauvaise image. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des arrière-pensées politiques qui ne sont pas à exclure, et pour la gloriole ou pour enfin c'est regrettable. C'est regrettable parce que on est en situation d'urgence et dans ces cas-là, la population a besoin de savoir qu'il y a une équipe en haut qui est relativement soudée, même si c'est pas le cas. C'est regrettable parce que finalement c'est le résultat des élections. Je pense qu'il y avait eu un gouvernement plus homogène. La crise serait mieux gérée, quitte à ce que les gens apprécient ou pas et après le fassent savoir dans les urnes. Mais là, on a l'impression que c'est un gouvernement bicéphale qui se tire parfois dans les pattes et c'est pas ça n'arrange pas du tout les choses.
et de manière concrète, quand il faut prendre des décisions, il faut qu'il y ait un capitaine qui parle, et puis s'il y a des choses qui doivent se discuter, ça se discute en cercle fermé, sans qu'il y ait des fuites. On a vu par exemple il y a 2-3 jours l'épouse du ministre du Tourisme qui a publié sur les réseaux sociaux quelques paroles de Benjamin Netanyahou lors d'un conseil des ministres du Corona. C'est inadmissible une chose pareille, je veux dire. Donc c'est regrettable. Et j'espère en tout cas que les choses vont se redresser parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand les gens ont faim, ça peut faire des débordements on ne sait pas vers où on va à ce moment-là. Donc j'espère qu'on n'arrivera pas à ça. Mais je pense, comme pour répondre à votre question, que le gouvernement Benjamin Netanyahou a comme les capacités de redresser les choses. Ils sont à l'écoute quand même des gens, ils ont des experts qui les conseillent. Qu'on soit d'accord ou pas avec une décision, ça c'est autre chose. C'est aussi regrettable d'ailleurs, je le dis en passant, que même dans l'opposition, on profite pour critiquer tout ce qui se passe. Chacun a son plan, chacun a ses propositions. D'un côté c'est de bonne guerre, de l'autre côté c'est au gouvernement de travailler. Je veux dire, c'est pas bien non plus que on tire dans tous les sens et que toutes les propositions soient faites en même temps. Qui de son plan économique, qui de son plan sanitaire. Ça donne une image un peu de désordre, de balagan, comme on dit en hébreu. Ouais. Eh bien, Shraga Blum, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir commenté cette actualité, de nous avoir aidé à mieux comprendre. Ouais, essayer, voilà. il faut être modeste en cette période difficile. Voilà, merci exactement. beaucoup. Et en tant que journaliste, vous savez très bien comme moi que c'est particulièrement difficile de travailler à ce moment-là parce qu'on est vraiment un peu dans l'incertitude. Et, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shavuot Tov, à bientôt. Merci à vous, Daniel, et Shavuot Tov et que des bonnes nouvelles.